Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Très bien, merci beaucoup pour nous accompagner en ligne. Je m'appelle Armando Rivera, je suis chef de la communauté pour la qualité environnementale de la CCE. Ce matin, nous allons présenter la mission générale de deux initiatives dans notre unité pour l'amélioration de la qualité atmosphérique pour la justice environnementale et l'initiative RETSI pour l'Amérique du Nord. C'est une initiative qui soutient les communautés, le droit de savoir des communautés. Nous allons écouter deux présentations. La première sera en espagnol et alors nous voulons nous assurer que vous puissiez donc choisir la langue de votre choix. Pour écouter l'interprétation, nous aurons une session questions-réponses après chacune des présentations, même si les deux présentations sont reliées. Nous allons commencer avec les diapositives de la présentation. La première présentation. On va vous donner un aperçu général du travail que nous faisons ici à la Commission. Et avant ça, j'aimerais savoir d'où vous venez. Est-ce qu'on peut mettre le Slido? D'accord. Nous avons des gens qui viennent des États-Unis, du Mexique, du Canada et après d'autres pays, nous avons aussi quelques personnes. Alors, soyez les bienvenus pour toutes les personnes qui sont en ligne depuis l'Amérique du Nord et d'autres parties. Soyez les bienvenus dans cette session. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous allons faire une brève présentation du travail que nous faisons dans l'unité de qualité environnementale de la CCE. Nous avons 4 départements différents dans lesquels on travaille de façon collaborative dans les États-Unis, le Mexique et le Canada. Nous avons de l'information environnementale et spatiale, le changement climatique, les polluants et la gestion des produits chimiques. Ces activités incluent de l'information pour la prise de décision, l'accès public à l'information et vous pourrez voir, si vous allez dans notre zone d'exposition, vous allez voir tout ça, c'est exposé là. Nous continuons avec la diapo suivante et nous allons vous fournir une vision générale d'une des initiatives sur la qualité atmosphérique pour la justice environnementale qui sera présentée par Elisabeth Campos Sanchez, dirigeante de l'unité qui coordonne le travail de la collaboration. Et encore une fois, cette présentation sera en espagnol. Les diapos sont en anglais, donc si vous voulez choisir cette diapositive et après dans les appareils, et aussi pour les personnes qui sont en ligne. Elisabeth, s'il vous plaît, allez-y. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? J'ai eu le bonheur de participer dans ce projet. L'objectif de ce projet est de mesurer et atténuer les émissions du matériel de 2,5 microns et surtout pour réduire l'exposition au charbon noir, carbone noir. Et de cette façon, on veut mesurer la qualité de l'air. Nous sommes en train de regarder les résultats et on voulait vous dire que dans les États-Unis, le Mexique et le Canada, la qualité de l'air on fait le suivi de façon officielle.
Il y a donc un coût d'opération qui est assez élevé et du point de vue historique. Et en fait, ces mesures de l'air se font en général dans les centres urbains, là où il y a une grande concentration de la population. Cependant, il y a quelques options dans le marché de technologies moins chères pour que les personnes ne soient pas seulement des récepteurs de la qualité de l'air, mais les personnes pourront aussi générer ces mesures sur la qualité de l'air. De cette façon, nous pourrons remplir ces lacunes d'information et donc nous sommes très contents puisque la plupart d'entre vous, vous avez de l'information de qualité. On espère que cette initiative sera une inspiration en ce qui concerne les outils que vous aurez pour satisfaire ou pour remplir ces lacunes. De façon très générale, l'initiative qui a été présentée en 2021 par le gouvernement des États-Unis avec cette approche de suivi communautaire, mais on est en train de réfléchir à l'intérêt d'évaluer le carbone noir. Ça ne fait pas partie du projet de suivi communautaire parce que nous n'avons pas encore suffisamment de technologie pour faire ce type d'analyse. Il s'agit d'analyser cette matière de 2,5 micromètres dans les combustibles fossiles ou dans le carbone noir. Il y a tout un intérêt de politique globale puisque il y a un intérêt pour contrôler et atténuer les émissions de carbone noir. Ce processus d'augmentation de température au niveau global pourra être atténué puisque ce carbone noir interagit avec l'atmosphère et il arrive aux régions arctiques où il y a des dépôts, ce qui accélère le fait que la glace fonde plus rapidement. Donc, nous avons analysé si c'était viable. Nous avons parlé sur les zones où il serait important de faire des évaluations de ce type. Nous avons fait une cartographie des acteurs et nous avons trouvé quelques organisations qui avaient déjà réalisé ce type de travail communautaire pour faire le suivi de la qualité de l'air. Et j'aimerais vous dire que pour 2024, nous avons déjà 4 accords de collaboration. Au Canada, nous allons travailler avec la Première Nation indienne, au Mexique avec Fondation Tosepan et aux États-Unis avec Comité civique de la vallée. Donc, on n'a pas encore commencé à faire le suivi, mais on voulait tout simplement vous dire comment faire ce projet. Et de façon plus générale, nous allons travailler dans des zones très différentes, par exemple dans le désert, des zones tropicales. Et les organisations avec lesquelles nous allons travailler sont différentes. Chacun a leurs propres projets, leurs propres activités. Et il faut donc faire les choses qui soient alignées avec leur processus de gouvernance et leur prise de décision et les thématiques qu'elles ont. Dans la zone du Canada, la Première Nation Anjinan est située dans une vallée qui est un pôle de développement pétrochimique très important au Canada. Et alors, donc, évidemment, c'est quelque chose qui est très important dans cette zone puisqu'il s'agit d'une zone industrielle, mais c'est aussi une ville qui est à côté de l'État de Michigan, c'est-à-dire à côté des États-Unis. Au Mexique, on a parlé de l'intérêt de remplir ces lacunes d'information parce que dans les parties rurales, il n'y a pas beaucoup d'informations de ce type.
Il y a seulement certaines données sur des moments spécifiques où on fait ce type de contrôle et il y a beaucoup de communautés au Mexique qui utilisent la biomasse et le bois pour cuisiner. Pour cette raison, il était très important de savoir ce qui était en train de se passer dans ces communautés et la qualité de l'air de ces communautés et de trouver des synergies pour travailler avec ces populations. En ce qui concerne les États-Unis, on a parlé de l'intérêt de travailler dans une zone frontalière et surtout en ce qui concerne la combustion de biomasse. Nous voyons que ce sont des zones de contraste, puisque du côté nord, nous avons le développement agricole industriel qui est très important dans la Californie. Et parmi ces activités, la combustion contrôlée est permise. Bon, ça dépend aussi des conditions météorologiques, mais cette combustion est permise. Mais il y a plus d'1 million d'habitants dans cette zone, dans cette ville. Alors, il y a plusieurs enjeux que ce niveau de population représente. Il y a aussi des camions, des transports qui doivent traverser cette zone en Californie. Et en ce qui concerne la justice environnementale, on voulait se concentrer dans les organisations avec lesquelles nous allons travailler. Nous allons voir certains extraits de notre première réunion de collaborateurs. Nous avons eu l'opportunité d'avoir ces réunions à Puebla et ces organisations vont parler un petit peu sur leurs problématiques et sur leur histoire. Nous allons commencer avec la nation Anjenan au Canada. On va voir une vidéo. C'est difficile de parler sur la justice environnementale parce que nous avons déjà tout sacrifié avec 65 raffineries dans un rayon de 15 km, l'air qui nous entoure. Nous sommes préoccupés que cet air puisse nous rendre malades. Je pense qu'un niveau de justice qui serait acceptable pour les décideurs de notre communauté, nous devons avoir une voix égale en ce qui concerne les limites des polluants dans l'air. Alors, merci beaucoup. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, la préoccupation principale de la Première Nation Amjinang, c'est le niveau d'industrialisation de la zone. La nation Amjinang a été reconnue puisqu'ils ont ils ont mis des plaintes au gouvernement fédéral à cause des impacts industriels sur leur santé et sur l'environnement. Ces plaintes ont fait qu'il y ait maintenant dans ce territoire un réseau de contrôle de l'air. Dans cette région, le carbone noir n'est pas encore mesuré. Alors, lorsque nous avons parlé avec le département environnemental de la nation Anjenan, nous avons parlé sur la possibilité d'inclure ce polluant et dans ce réseau de contrôle qui sera géré par la nation. Et de cette façon, ils auront la gouvernance dans cette gestion de données. Nous avons la synergie avec ce projet. Dans la vidéo suivante, nous allons voir un petit peu sur l'Union de coopératives Tosepan. Nous nous trouvons dans la montagne, dans la partie nord de la montagne. Pendant ces 47 années, notre ville a grandi. Nous avons une population assez grande. Nous avons 52 000 membres dans notre coopérative.
La mission du mouvement de la coopérative est de construire ce projet de façon collective. Nous continuons à tisser ce mouvement. Le projet, ça veut dire que nous aurons une bonne vie. Merci. Au Mexique, nous aurons l'opportunité de travailler avec une des organisations autochtones et paysannes les plus importantes dans mon pays. Cette union, ce groupe de coopératives est composé par plusieurs organisations qui travaillent tous les jours et qui sont associées. Un des sujets qu'ils abordent, c'est l'amélioration du logement pour leur population. En général, dans la zone de la montagne à Puebla, le 47% des personnes au milieu rural utilisent le bois pour cuisiner leurs aliments. Au-delà d'une utilisation traditionnelle, puisque oui, c'est un composant traditionnel, mais nous avons appris grâce à nos collaborateurs qu'en fait, la population peut obtenir de l'autonomie énergétique qu'ils n'auraient pas avec d'autres types d'énergie. Donc, pour cette raison, ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils veulent continuer à utiliser le bois. Cependant, on observe des maladies respiratoires que les femmes, les enfants et les personnes âgées subissent. Actuellement, dans cette communauté, il y a un projet très intéressant qui s'appelle Énergie pour les Yaquemeni. C'est un projet alternatif de gestion énergétique basé dans des modèles de vie paysanne et autochtone. Cette initiative fait plusieurs activités avec des institutions gouvernementales et des institutions de l'académie au Mexique. Ils sont en train de faire l'évaluation de prototypes faits par la communauté. Et là, nous trouvons la synergie avec le projet et nous vous invitons à participer dans cette fondation pour vous donner des données sur chacun de ces groupes à l'intérieur des foyers. De cette façon, nous aurons des données en dehors des foyers. Nous aurons ces données qui sont générées de façon interne pour voir de quelle façon le carbone noir est en train de se comporter, ce polluant. Et ces données, au-delà de ce qu'ils pourront apporter à leur fondation et à la prise de décision, nous voyons qu'il y a des données importantes pour le Mexique, puisque nous aurons cet aperçu général sur ce qui est en train de se passer dans ce genre de communauté qui dépendent de la biomasse. Dans la vidéo suivante, vous verrez cette organisation de justice environnementale qui s'appelle Comité civique. Le comité civique de la vallée avait commencé à faire des études sur l'asthme et sur des études de qualité de l'air. Nous avons commencé à faire notre recherche sur le domaine de l'agriculture, puisque plusieurs parmi nous qui habitaient dans la frontière des États-Unis, on avait vu qu'il y avait des clauses qui n'étaient pas respectées au Mexique. Alors, on était en train de dire que c'était la faute du Mexique, mais on a continué à faire ce type d'études pour analyser cette information. Alors, Luis Olmedo nous a parlé un petit peu sur la problématique. Le comité civique de la vallée, c'est une organisation qui a commencé à travailler pour défendre les droits des travailleurs qui travaillent donc à la campagne aux États-Unis, mais ce sont des pionniers qui font des projets communautaires et ça fait plus de 15 ans qu'ils ont des données sur la qualité de l'air dans des projets qui ont été faits dans la communauté. Et en fait, ce modèle de suivi communautaire a été utilisé dans d'autres communautés de la Californie et ils ont essayé de reconnaître ces données dans la politique publique de l'État.
Il s'agit d'avoir une collaboration avec ce groupe de personnes qui sont devenus des experts dans la qualité de l'air. C'est quelque chose de très positif pour le projet. En plus, avec eux, nous avons cette synergie sur le carbone noir. Je ne vous avais pas raconté tous les détails, mais nous allons acquérir des senseurs dans cette initiative qui peuvent identifier les émissions qui viennent de la combustion agricole. Nous aurons donc plus d'informations sur les sources de ce polluant et ce qui se passe à travers le temps. Nous avons eu une synergie avec eux parce qu'ils voulaient obtenir des données méthodologiques dans leur axe de suivi actuel. Donc, nous allons recueillir plus d'informations sur la direction du vent. Et nous sommes très contents parce que cette synergie pourrait bénéficier donc cette collaboration. Et maintenant, nous continuons avec la diapo suivante. Je vais donc finir mon intervention. Nous sommes vraiment très enthousiasmés de pouvoir construire des initiatives avec cette base. L'année dernière, nous nous sommes rendus compte de l'importance de travailler avec des organisations qui ont cette expérience sur le territoire, surtout parce que il y a plein de valeurs qui sont partagées depuis et pour la communauté et pour la partie technique. On peut voir cette valeur ajoutée de faire ce type de suivi et de faire ce rapport dans les communautés pour l'information qu'on va générer et surtout partager notre expérience dans la région de l'Amérique du Nord. Et je suis disponible pour répondre à vos questions et vos réponses. Merci. Merci beaucoup, Elisabeth. Comme vous pouvez le voir, nous avons cet alignement. Je ne vous entends pas, en fait. Le microphone semble ne pas marcher, en fait. Je parlais sur l'alignement et je parlais sur l'alignement du sujet de ce projet et les exemples de ces communautés qui sont en train de faire l'expérience de différents projets qui ont accès à cette information et avec cette information qui fait partie du processus de prise de décision. C'est quelque chose de très important que tu as mentionné à la fin. Nous ne faisons pas ça. Nous n'imposons pas ça aux communautés. Les communautés étaient déjà en train de faire ça et nous travaillons ensemble avec eux. Nous sommes ensemble depuis le début. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions de la part du public. Avez-vous des questions en ligne? On pourra poser ces questions en utilisant le Slido. Si vous avez des questions de l'audience ici ou en ligne, avez-vous des questions, des commentaires? Bonjour. Je m'appelle Jacqueline Valenzuela du Centre d'énergie renouvelable et qualité CELTA. J'aimerais vous remercier de cette initiative. Ce que vous avez présenté, c'est très important pour les communautés, le fait de pouvoir se former dans des sujets techniques pour que cette information ait un objectif et une signification. J'aimerais savoir comment les organisations
de base qui sommes ici, qui travaillons au Mexique, aux États-Unis et au Canada, comment pourrons-nous nous unir à cette initiative que vous nous présentez? J'aimerais savoir comment faire. Yo puedo contestar, no sé si, perdón, es que no veo Orlando, pero hola, muchas gracias por tu pregunta. Merci beaucoup Y pour cette bueno, question. ahorita es como, pues estamos iniciando, vamos Nous ne sommes qu'en train d'initier ce projet. pues escalar esta iniciativa que se planteó así. Et nous allons voir comment continuer avec cette initiative qui a été faite comme ça. Gracias. Merci. Comme Elisabeth l'a mentionné, on n'est qu'en train de commencer. Mais il y a déjà eu des rapprochements sur ce travail. Et on veut ouvrir nos portes pour partager de l'information. L'information sur comment diriger un projet de ce type. Comment le faire au niveau communautaire? Il faut le diffuser et il faut pouvoir partager les connaissances. Donc voilà, c'est ce type d'activité que nous aurons tout au long du projet. Gracias. Tengo una duda en la presentación. J'ai une question sur la présentation, sur les méthodes que vous utilisez ou que vous voulez utiliser pour mesurer ce que vous appelez le carbone noir. Parce que la méthodologie pour déterminer ça au Mexique et à l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, ils n'ont pas de méthode de suivi pour mesurer le carbone noir. Je ne sais même pas ce que c'est le carbone noir. Je ne sais pas. Ce sont des particules. Enfin, en fin de compte, ce sont des particules. Mais nous avons des méthodes de détermination de la concentration de particules pour mesurer la qualité de l'air dans les environnements de travail. Ce sont des méthodes pour déterminer des concentrations de particules PM10 et PM2,5. Ce sont les méthodes approuvées au Mexique par la Semarnat, par le secrétariat de l'environnement au Mexique. Donc j'aimerais savoir quelle méthode vous utilisez. Je ne sais pas si vous le faites déjà, sinon quelle méthode vous allez utiliser. Oui, j'aimerais répondre. Je vais ajouter quelques informations. Merci beaucoup pour cette question. Pour mesurer le carbone noir, il y a des méthodes indirectes. La méthode la plus directe est très chère, mais l'indirecte mesure le signal optique du carbone qui est collecté dans des filtres qui se déplacent à l'intérieur des senseurs. Il y a peu de senseurs de ce type qui peuvent faire ce suivi au long terme. En général, ils ont un coût moyen, mais comme vous le dites, pour faire une mesure directe, on devrait amener ça dans un laboratoire, mais ce n'est pas le cas, on ne va pas faire ça. Mais voilà, je voulais compléter cette information. Merci. Elisabeth a mentionné qu'en fait, il s'agit de voir les qualités optiques. Donc, ils font un suivi de référence pour mesurer les portions qui n'ont pas, qui ont ces particules de carbone noir selon ces qualités. C'est ça ce qu'on est en train de mesurer ici. Alors, les moniteurs qui sont utilisés dans les communautés ne sont... Ils ont un prix moyen.
La référence, c'est que ces moniteurs ont un coût moyen, c'est-à-dire on est en train d'innover aussi avec les communautés. Y a-t-il des questions en ligne? Clotilde, comment la zone de Sierra Negra pourrait être inclue dans ces projets comme celui de Tosepan? Muchas gracias. Pues, Merci beaucoup. como comentamos, esta es una primera acción y pues Comme on sí, l'avait dit, ce n'est que la première seguramente édition. tendríamos que hacer una segunda parte para sumar a Donc otras oui, sûrement, on Orlando. devrait faire une deuxième édition pour faire participer d'autres communautés. Exactement. Nous allons parler avec les communautés et nous voyons comment diffuser cette information pour voir comment d'autres communautés pourront venir à ce projet. Il y a une autre question de la part de Béatrice, aussi du Mexique. On s'excuse, on a perdu le son. Vous pourrez être en contact avec nous, mais on s'est déjà rapproché à des organisations pour faire ce travail au Mexique. Il faut donc faire ce suivi de la qualité de l'air pour voir s'ils peuvent travailler avec nous. C'est quelque chose qui est en train de se passer pendant qu'on parle. Nous avons une autre question de la part de Gabriel. On est intéressé dans la partie des émissions atmosphériques pour le traitement de l'eau. Pour des matériaux comme le méthane, le chlore, et on veut voir qui on devrait contacter. On s'excuse, le son est un peu mauvais. Dans ce projet en particulier, on se centre dans le carbone noir et on sait que, par exemple, le comité civique en Californie a déjà commencé ce travail. Je ne sais pas quel est le contexte de ça, mais les communautés sont en train de faire ça. Est-ce que vous savez des choses là-dessus? ¿Cuál fue la pregunta? Il y a une personne intéressée dans le suivi de méthane et d'autres polluants qui sont émis à cause du traitement des eaux. Je sais que vous étiez en train de voir la possibilité de faire le suivi du méthane, mais je ne sais pas quel serait le contexte. Nous appartenons à une coalition binationale dans le comité civique del Valle et d'autres organisations. Dans la frontière, nous avons cette situation. Il y a donc des déversements d'eau noire et aussi en ce qui concerne la combustion agricole, où il y a aussi la combustion de décharges sanitaires. On aimerait donc pouvoir mesurer le méthane, faire le suivi du méthane, surtout pour prévenir des incendies spontanés dans ces zones qui pourraient avoir des répercussions. On sait qu'il s'agit d'une population racialisée qui ont toutes ces caractéristiques d'exclusion. Ça, c'est la partie du méthane. Il est important de le dire parce que c'est un gaz à effet de serre à cause des incendies qu'il provoque. D'un autre côté, les matières organiques volatiles sont mesurées dans des endroits qui sont assez loin. Donc ça
Ce sont des choses qui peuvent être mesurées avec des senseurs pas chers. On a déjà mesuré cette matière volatile. On sait que dans l'air, il y a ces particules volatiles, on les respire et cela provoque des maladies gastro-intestinales. Donc la population sera malade à cause de ces déversements d'eau noire. D'accord, merci beaucoup. Nous avons encore une question. Nous continuons avec la présentation suivante, qui sera aussi en espagnol et du Mexique. Et donc, avec le soutien des autorités locales au Mexique, à Cuetzalan, et dans le cas du Mexique, l'Institut national de l'écologie et du changement climatique est en train de fournir ce soutien technique pour la communauté. Nous nous trouvons maintenant dans le processus d'achat de ces moniteurs et la formation sera faite dans les bureaux de l'Institut qui va soutenir le travail de suivi et de travail avec la communauté aussi. Nous aurons donc ce soutien local. J'aimerais compléter. Il y a aussi un autre projet qui sera réalisé à Puebla. Nous avons aussi le soutien technique de l'Université nationale autonome du Mexique. Et les personnes qui se trouvent au comité de mise en place travaillent aussi étroitement avec la Semarnat dans les sujets de qualité de l'air. Merci beaucoup, Elisabeth. On va continuer avec les questions. On continue avec une autre présentation sur le registre de transfert et de libération de polluants en Amérique du Nord. Nous avons avec nous notre collègue qui a dirigé cette initiative pendant 18 ans. Et voilà, on lui donne la parole. Merci beaucoup, Fernando. Bonjour à tous. Je m'appelle Danielle Vallée. Je travaille avec Fernando, Elisabeth et d'autres personnes dans l'unité de qualité de l'air dans la CCE. Je vais vous faire une brève présentation sur l'initiative PRTR. Je pense qu'on voulait poser une question sur Slido sur votre connaissance du PRTR. On aimerait vous demander si vous avez déjà utilisé des données de PRTR pour mesurer les transferts dans vos zones. Alors, c'est une question qui est reliée aux présentations qu'Elisabeth nous a données. Une des communautés qui participent dans cette région, c'est la communauté qui est près de l'Ontario au Canada. Et donc, nous avons travaillé avec eux en 2006-2007. On voulait savoir sur le niveau de connaissance des données PRTR dans les communautés et en particulier dans les communautés autochtones en ce moment au Canada et aux États-Unis. Nous avons fait une étude assez brève dans ces communautés. En Amérique du Nord, le niveau de connaissance en ce moment était assez bas et j'ai apporté quelques brochures qui sont présentées là sur ces cas d'études que nous avons faits. Alors, nous avons le résultat, d'accord, et nous continuons avec la diapo suivante. Pour répondre à votre question sur le registre de transfert et libération de polluants, en fait, les installations industrielles doivent faire un rapport à un registre national qui s'appelle le PRTR. Il doit faire le rapport des polluants dans l'air, la terre, l'eau, etc.
Ils vont faire le rapport des transferts de polluants en dehors du site, c'est-à-dire qui pourraient être envoyés dans des sites de traitement pour leur recyclage ou leur traitement. Ces installations doivent faire le rapport des activités de prévention de la pollution. Ces données sont publiques. Elles sont utilisées pour faire le contrôle des polluants industriels ainsi que pour prendre des décisions informées sur la prévention des polluants et la sécurité chimique. On va vous donner un petit peu de contexte sur les PRTR. Vous saurez déjà qu'il y avait eu un accident très important en Bhopal, en Inde, en 2024. Il y a une usine de production qui avait eu un accident. Il y a eu donc des produits très toxiques qui ont été déversés. Il y a eu un déversement donc de produits chimiques et donc jusqu'à ce jour, il n'y a pas vraiment de redevabilité de la part de cette usine, ni de la part du gouvernement de l'Inde, ni de n'importe quel acteur ou quelle partie prenante. Alors, nous avons encore ce point d'interrogation. Il y a eu d'autres accidents. Beaucoup d'accidents qui n'ont pas été connus en Amérique du Nord. Donc, en 1986, les États-Unis ont approuvé la loi du droit à savoir. Cette loi soutient l'accès public à l'information. Elle mène au développement de l'établissement du premier inventaire des décharges toxiques aux États-Unis. En 1983, le Canada a établi son registre d'inventaire de décharges toxiques national, qui a été établi. Et parmi les priorités du Conseil en ce moment et jusqu'à présent était de la sécurité publique et la gestion de produits chimiques. Ça nous a mené à l'initiative de l'Amérique du Nord et en 2006, à travers du soutien de la CCE et du registre, le Mexique a établi son propre registre de transfert et d'émissions de polluants. Alors, ces inventaires ont été établis comme un droit des communautés au savoir et dans les communautés de justice environnementale. Il y a plusieurs questions de justice environnementale qui sont reliées aux polluants industriels sur, par exemple, le manque d'accès à l'information du type de produits chimiques qui sont déchargés ou déversés dans l'air, dans la terre ou dans l'eau. Il y a plusieurs questions donc sur ces polluants. Il y a aussi des activités de suivi. Il y a aussi des préoccupations, des barrières pour la prise de décision dans les zones industrielles, par exemple, comme l'endroit de ces bâtiments industriels, etc. Alors, nous avons 40 de ces inventaires. C'est un phénomène global et il se trouve dans une phase pilote ou phase de développement. Et le groupe de développement soutient ce travail d'inventaire dans les autres pays. Nous avons donc ce type d'inventaire partout dans le monde. Il y a certains accords, par exemple l'accord d'Escazú, qui soutient ce type d'inventaire. Le protocole de Kiev, l'accord d'Escazú et la participation de la justice environnementale. Après, et ici j'ai mis un cercle dans la région de l'Amérique du Nord. Et cela est pour vous dire que l'initiative de ces inventaires de l'Amérique du Nord fournit de l'information quotidienne au Canada, aux États-Unis et au Mexique. C'est considéré comme un modèle de collaboration ou de coopération régionale.
Basiquement, ces objectifs qui appartiennent à l'initiative, enfin, ils ont le but d'améliorer l'utilisation publique aux inventaires régionaux. Il faut promouvoir la qualité des données et la crédibilité pour atténuer la pollution et pour garantir la durabilité des industries en Amérique du Nord. Chaque programme des inventaires ont leur propre nature unique. Il y a une liste de substances qui doivent apparaître dans les rapports des secteurs industriels. Il y a une terminologie spécifique et nous travaillons très étroitement avec les programmes des inventaires pour nous assurer de la comptabilité des données de ces PRTR pour avoir des rapports à travers la région. Il est aussi très important d'impliquer toutes les parties prenantes et tous les intervenants qui sont reliés à la pollution industrielle et l'accès général. Maintenant, je vais parler des activités. La première, ce sont les données que nous recueillons qui sont rendues publiques à travers notre site Web. L'initiative en balance, je vais vous faire une démonstration. Nous harmonisons les données qui sont très similaires dans les trois pays. Nous les harmonisons, les différentes informations. Nous nous assurons que les données des États-Unis, du Canada et du Mexique soient comparables pour que les gens puissent vraiment les utiliser pour comprendre ces données. Et donc, c'est quelque chose de très important. Si nous voyons puisque nous savons que la pollution ne connaît pas les frontières, et donc il y a une certaine pollution qui a des affectations dans une zone spécifique, dans la frontière. Et donc, il faut voir quels polluants seront déchargés dans la frontière. Alors, nous avons cette série de rapports d'équilibre et vous pourrez trouver ça dans le site Web. Vous aurez des données où on pourra analyser les données, on pourra analyser les décharges de différents types de décharges et de transferts. On pourra donc analyser par secteur et nous avons des analyses spécifiques. Si vous voulez, par exemple, des rapports dans le secteur de l'industrie minière, nous avons donc différents types de risques reliés, etc. Et donc, comme je l'avais dit, on travaille avec les trois programmes dans les secteurs de l'industrie, des ONG et de différents experts pour nous assurer qu'on ait une meilleure compréhension des rapports et de la qualité et de la comparabilité des données. Après ça, comme je vous l'avais dit, on doit être en contact avec le public pour partager de l'information et pour améliorer l'initiative du REDC. Et en ce qui concerne la comparabilité, nous avons un plan qui sert comme une carte. Et ici, nous allons continuer avec la démonstration de balance en ligne. Donc voilà, ça c'est notre site Web. Pendant les dernières années, nous avons amélioré le site Web, nous avons plus d'informations avec le contexte, avec des graphiques interactifs, etc. Le texte de l'introduction dit qu'il faut ramener des données dans la région. Ce sont tous les types de secteurs industriels qui avaient fait ce rapport pendant une période de 17 ans. Entre 2006 et 2022, c'est notre site pour faire des tests, mais nous allons publier les données de 2021. Vers la fin de cette année, nous aurons des données pour 2023 et pour la première fois, nous aurons des données spécifiques. Ici, dans ce site Web, nous avons différentes ressources. Nous avons le rapport de l'équilibre, de la comparabilité, et il y a cette compréhension
Et de cette information que vous pourrez trouver le contexte des rapports. Et si vous descendez dans ce site web, ces images montrent certains secteurs. Il y a donc les données sur les combustions fossiles et cela à travers les secteurs où vous trouverez les données dans le site. C'est une graphique interactive. Je ne sais pas si vous avez une idée sur les rapports des installations industrielles et des décharges. Et pour mettre ce graphique qui va changer, vous verrez ces polluants principaux qui sont déversés dans l'eau, par exemple. Et ce graphique va changer. On pourra faire la même chose avec des transferts en dehors du site. Vous allez voir que ce graphique va changer. Il y a plusieurs options pour ce graphique. Et vous pourrez sélectionner ça par secteur industriel. Important. Alors, lorsque vous faites une sélection de ce type, nous avons ça du côté droit, c'est de l'information du contexte. Vous verrez les critères des principales industries et les rapports qu'on doit faire dans cette industrie, ce type de choses. L'information, selon le contexte. On verra quel type de polluants vous allez sélectionner chaque année et vous pourrez sélectionner l'endroit pour toute la région. Vous pourrez sélectionner un seul pays. Finalement, il y a certains types de polluants. Dans notre site web, nous les avons sélectionnés. Nous pensons que ce sont des polluants toxiques. Ce sont des polluants biotoxiques. Et puis, en bas, nous avons ce graphique sur les transferts transfrontaliers. Ce sont des données sur les transferts qui sont faits en Amérique du Nord. Ces transferts qui ont traversé les frontières. On peut choisir l'année et la carte. Ça va changer un petit peu. Après, nous allons vers le bas. Dans cette partie d'en bas, nous avons ces 3 ports d'entrée principaux dans le site web. Nous avons la base de données générale, les transferts que je vous ai mentionnés. Il y a des cartes aussi, vous pourrez le voir très rapidement. Comme le nom suggère, cela nous mène vers une carte. Du côté gauche, on peut sélectionner les paramètres du pays, le type de décharge, le type de transfert qui sont faits. La couleur bleue, ça représente les groupes d'installation. Et les jaunes, ça représente les individuels. Et donc, vous pourrez choisir ici, dans le petit point, vous aurez la base de données. Et après ça, vous pourrez par exemple inclure la base de données. Très brièvement, vous verrez si vous êtes intéressé. Si vous voulez plus d'informations sur des transferts, on avait parlé sur la Première Nation à Sarnia, en Ontario, Canada. Si nous avons toute une variété de rapports. Vous pouvez faire un rapport vous basant dans le secteur industriel et par pays. Et vous pouvez avoir accès au rapport par secteur. Vous pourrez faire ce groupe par secteur.
Si vous êtes intéressé par Sarnia, par l'Ontario au Canada, vous pourrez voir donc ces paramètres. Vous pourrez choisir le type de décharge ou de transfert. Il y a d'autres paramètres que vous pourrez voir. Si vous voulez entrer, vous aurez cet exemple pour Sarnia, l'Ontario. Lorsque vous allez faire clic là, vous aurez des résultats différents. Ce sont les résultats du côté gauche. Vous aurez le résumé. Si vous voulez voir un autre paramètre, et alors, cette carte est reliée aux points qui sont dans ce tableau. Mais ça représente les différents éléments dans ce tableau. Alors, ce tableau représente les noms des usines. Donc, est-ce que vous pouvez l'agrandir? Ici, on va voir les usines qui sont enregistrées, qui ont enregistré des déversements en 2022 en Ontario, Canada. Et si vous sélectionnez plus de paramètres, So going back to the table, if you hover, there's a little symbol to the left of all of the facility names here. il y a un symbole du côté gauche et ça vous donne un bref résumé de cette usine, de cette installation, de tous les déversements pendant cette année. Par exemple, des déversements dans l'air, dans l'eau. Et peut-être que vous serez intéressé de voir ces déversements dans l'eau. Et les colonnes du côté droit, vous verrez aussi les décharges dans l'air. Et vous verrez ça du côté gauche. À Sarnia, nous voyons qu'il y a des déversements ou des décharges qui sont très élevées dans l'air. C'est le rapport que nous avons. Vous verrez quel type d'informations nous avons et pour quelle industrie. À Sarnia. Donc, si vous faites clic sur le nom de cette usine ou de ce bâtiment, vous verrez toutes les décharges qu'ils ont eues. Et de cette façon, vous allez voir toute l'information sur l'installation et vous aurez la présentation des polluants spécifiques qui sont déchargés dans l'air à partir de ces bâtiments. Vous verrez ce tableau. Vous pourrez voir les décharges dans l'air. Et voilà, nous les avons du haut vers le bas. Et nous verrons les polluants dans cette installation. Vous aurez cette quantité d'informations. Et une fois que vous verrez ça, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire. Vous aurez aussi une idée du risque de ces usines. Alors, nous avons cette colonne pour cacher et pour montrer. Vous pourrez faire clic sur la partie supérieure pour voir la note du TEP. C'est le potentiel d'exposition, le total d'exposition potentielle. Cela est associé au poids possible de cette décharge. Ça vous donnera une idée du risque de ce polluant spécifique. C'est un risque ou un mécanisme. Il y en a d'autres, mais
vous avez cette information et cela est relié avec cette information sur notre site Web. Il y a aussi cette colonne de risque de cancer. On verra que le polluant principal relié à ce risque, on voit qu'il y a des décharges dans l'air de 10 kg de ce type de polluants qui sont déchargés. Le risque est... Nous voyons donc tous ces polluants qui ont le risque de provoquer le cancer. Nous voyons le nombre de décharges ou le nombre de kilogrammes qui ont été déchargés. Et donc, nous voyons qu'il y a aussi des polluants qui affectent la reproduction. Nous avons aussi de l'information sur le nom du polluant. Dans le cas de ce polluant, on voit que c'est un carcinogène qui se trouve dans un type de métal. Je voulais tout simplement vous dire que l'acide sulfurique aussi est déversé dans l'air. Donc, voilà. Ça, c'est pour faire référence à ce type de polluant cancérogène. Après, vous pouvez voir ces polluants dans le rapport. Et vous pourrez voir donc quels sont les types de polluants qui doivent être rapportés. Maintenant, si vous voulez changer votre recherche, si vous voulez tout simplement faire la recherche sur les polluants qui sont déchargés dans l'eau, on voit que Sarnia a ce point d'eau commun, c'est le fleuve Saint-Laurent. Et après, vous verrez les polluants qui se trouvent dans cette zone. Et c'est quelque chose que vous aimeriez faire peut-être. Après, vous pouvez faire clic sur le bouton d'export et vous pourrez télécharger les données sur une feuille d'Excel. Vous pourrez aussi utiliser Google Earth si vous voulez faire votre carte. Je pense que c'est tout. Je voulais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous êtes intéressé. Si vous aimeriez utiliser la base de données de notre site web, vous pourrez le faire et on pourra répondre à vos questions. Donc, le site web de Taking Stock. Hello. Hello. My name is Orion Kriegman. I'm with the Boston Food Forest Coalition, and I just was curious. Je suis curieux. Est-ce que les résidus nucléaires font partie de ça? Est-ce que vous faites le suivi en Amérique du Nord? Merci beaucoup pour cette question. En fait, toutes les usines qui génèrent de l'énergie doivent faire un rapport. Mais, par exemple, le radionucléaire au Canada, bon, en fait, il y a eu un débat au Canada là-dessus. Il y a un débat sur les nucléides. Cela est relié aux données qui se trouvent aux agences nucléaires au Canada en ce qui concerne les transferts en dehors de l'Amérique du Nord. Donc oui, c'est quelque chose qu'on est en train de réviser. Il y a un projet avec l'OCDE pour voir ce sujet en Amérique du Nord. Il faut réviser quels sont les problèmes. Félicitations pour cet outil si utile. Ma question est, y a-t-il une relation directe avec les autorités mexicaines comme la Semarnat ou la Commission nationale des ressources pour connaître cette information?
Mais au-delà de ça, quels sont le type de pénalités pour ces polluants? Le programme de ces inventaires se trouve dans la Semarnat au niveau national. Il y a aussi des niveaux, des programmes nationaux de l'inventaire, mais je pense que pas beaucoup d'États le possèdent. En ce qui concerne l'application de la loi, et sur les activités industrielles, c'est la Profepa qui est en charge de l'application de la loi. C'est ça la relation. Nous travaillons étroitement avec la Semarnat et avec les agences environnementales du Canada et des États-Unis. Est-ce que vous pouvez partager un petit peu plus sur les standards des rapports et si vous avez de l'information de votre base de données sur des standards réglementaires pour chacun des pays? Je crois que les standards, les rapports et les règles pour faire ce rapport, c'est que les industries qui aient certaines conditions doivent faire un rapport. C'est ça ce que les lois du PRTC demandent. Et certaines industries au Canada doivent le faire. Nous n'avons pas d'exception pour l'industrie. Toutes les entreprises doivent faire ce rapport, ainsi qu'au Mexique et aux États-Unis. Il y a certaines usines qui doivent faire le rapport, mais il y a des exceptions. Par exemple, aux États-Unis, il y a des entreprises qui n'ont pas besoin de faire ce rapport. Au Mexique, il y a certaines industries au niveau des États qui n'ont pas besoin de faire ce rapport. Par exemple, les usines de traitement de l'eau résiduelle ne vont pas faire ce rapport parce qu'elles ne sont pas sous la juridiction nationale. Et en ce qui concerne les standards de l'industrie, ce type de données vont nous dire quelles industries respectent les obligations du rapport. Et il faut faire ces recherches. Je suis un petit peu confus après cette présentation. D'abord, j'ai une première question. J'ai beaucoup de questions, surtout sur les transferts. Le transfert dans l'eau, dans les sols, dans l'air. Quels moyens quelles sont les sources qui font ces transferts du Mexique au Canada? Ce sont des décharges directes dans l'eau, par exemple. Et lorsque les polluants sont envoyés dans des usines de traitement, pour les envoyer dans une autre usine dans le même pays ou dans une usine en croisant la frontière, par exemple l'acide sulfurique. Ce transfert des États-Unis vers le Canada, qui pourra être envoyé pour son élimination dans un autre pays. Ce sont des décharges directes dans l'eau et dans la terre. Je sais que parfois au Mexique, l'utilisation des transferts sont différentes à ce que l'on considère aux États-Unis et au Canada. Pour cette raison, nous avons dû harmoniser ce champ et la terminologie qui représente assez bien la terminologie des trois pays. J'ai un commentaire. Je ne sais pas si le Canada a le pouvoir de mettre la loi, de respecter cette application de la loi. Mais au Mexique, ils ont l'obligation de faire des rapports, mais on ne respecte pas en fait. Et aux États-Unis, je sais qu'il y a l'application de la loi. Non, je pense qu'en fait,
on n'applique pas la loi non plus. C'est une réalité statistique. Qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Je dois savoir quoi faire. C'est une très bonne statistique. Mais il n'y a pas de l'application de la loi. Alors, si on ne voit pas l'application de la loi, quel serait l'objectif ou quelle serait la raison de faire tout ça? Peut-être que vous aimeriez lire notre dernier rapport dans notre site web. Je pense qu'il y a des copies dans la zone d'exposition. Nous observons les transferts. Et donc, évidemment, dans chaque pays, il pourrait y avoir des autorités différentes. Et si on considère des résidus dangereux, il y a des définitions différentes sur ce type de résidus. Il y a des autorités différentes qui vont faire la gestion de ce résidu. Mais parfois, il y a des lacunes. Et on ne voit pas ça. Et je pense qu'on l'a très bien décrit dans le dernier rapport. Mais on est très intéressé de continuer avec la conversation. Je ne sais pas s'il y a des sujets spécifiques qui vous intéressent. Can I continue or there are more questions? Or? If I may, just to address the issue of transfers. The transfers are tracked. They are reported to the PRTR. Alors, les transferts, on fait le suivi des transferts et on fait le rapport à l'inventaire. Mais nous devons savoir si vous envoyez une substance toxique pour le recyclage ou pour faire le transfert à une autre industrie et que vous croisez la frontière. Les gens dans cette communauté doivent savoir ce qui est en train d'entrer dans cet endroit. Si c'est un produit toxique, s'il sera éliminé, brûlé ou recyclé, qu'est-ce qui va se passer si on le recycle? Comment va-t-on l'éliminer s'il n'est pas recyclé? Tout ce type de questions et d'informations, c'est ça ce qu'on veut assurer. On veut s'assurer que les gens aient accès à ce type d'informations, qu'ils aient accès à cette base de données. On voulait savoir si les gens en ligne ont des questions. Pendant qu'on attend, vous avez raison en ce qui concerne le fait de mettre des informations valables. Parce qu'afin d'appliquer une loi, les statistiques ne suffisent pas. Il faut que ce soit inscrit dans la loi. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas manière d'appliquer. Et la question suivante que je voulais vous poser est la suivante. Avez-vous pu déterminer la source de ces polluants, n'est-ce pas? Vous avez déterminé la source, oui. Qu'il s'agisse d'un transfert de ces polluants par l'air ou par l'eau vers le Canada ou les États-Unis, est-ce que la concentration dépendra de la source? Parce que si c'est par air, il y aura donc 100 mg par mètre cube dans la source. Ce ne sera pas la même chose dans l'air. Et si ces polluants traversent des milliers de kilomètres, ils risquent de même pas être détectés. Donc comment évaluer ce transfert? Ils ne vont pas vous donner information concernant la concentration de polluants dans l'air. Le seuil standard est de 10 000 kilos, ça varie d'un polluant à l'autre. Donc ceux qui posent le plus de problèmes ont des seuils plus bas, mais ils vont dire qu'ils devront émettre 25 kilos de polluants, et c'est sur la base de cette information qu'il faut tenter de déterminer qu'est-ce qui pose problème. Si on regarde les notes TP, par exemple, mais en posant des questions. Voilà, il s'agit d'un point de
départ pour tenter d'évaluer s'il y a un problème. Oui, donc il y a des systèmes de rapports différents d'un pays à l'autre. Merci. One question from my online participants, but I think this will be the last one. Il y a encore une question d'un participant en ligne, mais ce sera la dernière, parce que je crois que c'est l'heure du déjeuner. Et je voulais m'assurer d'être dans les temps. Et ça concerne les possibilités de coopération entre les pays de la région dans le cadre de l'ANACD, donc la Convention sur le changement climatique, pardon, concernant les PRDR. Donc la réponse, nous coopérons déjà avec d'autres initiatives sur les PRTR régionales. Daniel en a mentionné une. Concernant le changement climatique, nous avons, dans le passé, travaillé avec d'autres pays, coopéré en matière de comparabilité des données. J'espère avoir répondu à cette question. J'aurais juste ajouté que nous espérons ajouter donc, les gaz à effet de serre dont on va parler sur le point, le staking stock en ligne. Donc, et donc voilà, si les produits sont à l'origine de gaz à effet de serre, on va pouvoir ajouter des données, les ajouter à notre liste. Merci pour vos questions, qu'elles aient été posées ici ou en ligne. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer, on y répondra plus tard. Nous avons également un questionnaire à propos de notre événement. Et si vous voulez bien prendre quelques instants pour le remplir, il s'agit donc d'un sondage, d'une enquête. Le formulaire sera disponible également pour les participants en ligne. Donc merci beaucoup à toutes et à tous. Donc on est toujours à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Merci.